Je voudrais vous raconter aujourd'hui, ce soir, une histoire extraordinaire qui vaut la peine d'être écoutée. Elle est un peu longue, mais elle a été écrite il y a 2 semaines par l'auteur et j'ai toutes les preuves de cette histoire et je l'ai reçue de mon cher ami Thierry Seban qui est à Natania, à côté de Natania, qui m'a envoyé l'histoire. Alors on lui fait un petit coucou de Montréal et je vais vous raconter une histoire magnifique. On est en 1929. On est en Pologne et en Pologne à l'époque, les soldats étaient pris malheureusement pour plusieurs années en guerre. Plusieurs années, on prenait les enfants et on les prenait à la guerre entre 5 et 15 ans. Et généralement, quand ils finissaient leur service militaire, ils étaient des animaux. S'ils revenaient, oubliaient la Torah, oubliaient tout, ils se rappelaient de rien. Il y avait un jeune juif qui a été pris pendant 5 ans à l'armée polonaise. Et il a été mis de forêt en forêt, d'endroit en endroit. Et en l'an 1929, il arrive dans une forêt à côté de la ville de Radin. La ville de Radin, là-bas, il est placé avec son campement et il rencontre des gens et il rencontre un vieil homme, un vieux juif. Que ce vieux juif, il ramasse des bouts de bois et il fait des paquets de bouts de bois. Alors ce soldat qui était juif, il va le voir et dit, monsieur, vous voulez de l'aide à ramasser le bois? Il dit, ça me ferait plaisir, j'apprécierais. Alors, le soldat, qui avait rien à faire, il ramasse avec lui du bout de bois et il lui crée des bundles de bois et il les remet à ce vieux monsieur. Ce vieux monsieur lui demande, combien je te dois? Et le soldat répond, non, j'aimerais une bracha à la place. Ah, bracha. De quoi tu veux une bracha? Il dit, j'aimerais rentrer en vie à la maison. Vous savez, la guerre, c'est dangereux, on peut mourir. Faites-moi une bracha, que je finis mon service militaire en vie et que je puisse rentrer à ma famille avec tous mes membres. Alors le vieux monsieur lui dit, c'est tout, je vais te faire une meilleure bracha. Une bracha que tu reviennes en vie, une bracha que tu te maries et une bracha que tu auras un enfant sage en Torah, Talmid Chacham. Alors le papa, dit le monsieur, le soldat, remercie le rabbin et il part. Bien sûr, vous comprenez que à travers les années, ce monsieur, il a été libéré et malheureusement, en 1939, il a été envoyé à Auschwitz. Il a été envoyé au début de la guerre 1939, il a été envoyé à Auschwitz. Ce monsieur va se sauver d'Auschwitz à 3 reprises. Vous savez que généralement, quand on se sauvait du camp, quand on était ramené dans les camps, eh ben, on était automatiquement fusillé devant tout le monde. Pourquoi? Pour donner l'exemple que quand on se sauve, on est fusillé. Par miracle, ce monsieur va se sauver 3 fois. Et une des raisons pourquoi il arrivait à se sauver, c'est que durant la guerre, les 5 ans de guerre, il avait été basé dans la forêt d'Auschwitz. Donc il connaissait tous les recoins de la forêt. Et à chaque fois, on le ramenait, et à chaque fois, il se sauvait. En 1944, ce monsieur, il va être envoyé, vous savez que les Allemands avaient un projet d'inonder l'Amérique de faux billets et d'inonder l'Angleterre de faux billets. Pourquoi? Afin de faire baisser l'économie et de façon à créer une panique économique générale en Angleterre et aux États-Unis. Qui a travaillé sur ce projet? Un des 4, ce monsieur-là, qui était un imprimeur et qu'il connaissait l'imprimerie et il devait créer et imprimer des faux billets. Bien sûr, le plan était de fabriquer des faux billets et après de tuer ces 4 juifs-là. Baruch Hashem, la guerre était terminée, il n'a pas été exécuté. En 1945, il arrive à Paris. Et là, il cherche sa femme où il avait été marié et ça va lui prendre 1 an de récupérer sa femme. Et il va chercher tout Paris. Et à la fin, il va retrouver son épouse. En 1946, il va avoir une fille. Et en 1950, il va avoir un garçon. Ce garçon-là, qui était là, et ce monsieur, vivait une vie juive traditionnelle. Rien de très spécial. À la prière, un peu Shabbat, mais rien d'extraordinaire. En tout cas, pas du tout extrême religieux. Le garçon qui était né en 1950, en 1966, il s'est rapproché du monde Lubavitch, du monde Chabad. Alors vous savez que chez les Lubavitch, il y a une grande yeshiva à Paris
qui s'appelle la Yeshiva de Brunois. Et chez les Lubavitch, on fête l'anniversaire. C'est une des fêtes importantes où on se souhaite bon anniversaire. À l'époque, le rabbi était rabbi, alors on envoyait même une lettre au rabbi pour son anniversaire. Ce garçon-là, il a été pris de Torah, il voulait aller à la yeshiva. Il rêvait d'aller à la yeshiva. Mais bien sûr, son père était hors de question qu'il l'envoie à la yeshiva. Il voulait pas l'envoyer à la yeshiva, pour lui, hors de question. Alors, le Rav Azimov, ceux qui connaissent Moulay Azimov, lui dit, on va envoyer une lettre au Rabbi Lubavitch, la lettre que j'ai en main propre, la copie de la lettre, si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Et il lui dit, voilà, ce garçon, il veut aller à la yeshiva, c'est son anniversaire. Alors, le rabbi lui répond, Mazal Tov, pour ton anniversaire de 16 ans, fais attention à la maison de manger kasher et va à la yeshiva d'Aix-les-Bains. Qui était bizarre. Pourquoi le rabbi de Lubavitch enverrait un homme à la yeshiva d'Aix-les-Bains? Ceux qui savent un petit peu, les Lubavitch, ce sont des chassidim. La yeshiva d'Aix-les-Bains était des litaïm, pas très chassidiques. Donc, dans les cours, généralement, Chabad et litaï, ça marche pas ensemble. Ouais, c'est comme Bassar Bechalav, ça c'est kasher l'un de l'autre, mais on se respecte, mais on se mélange pas. Lubavitch d'un côté et lituanien de l'autre. Et le rabbi écrit de sa main propre, Aix-les-Bains, qui demande à envoyer. Le garçon, il dit, moi, je veux pas aller à Aix-les-Bains, moi, je veux aller à Brunois. Et bien sûr, le Rav Azimov lui dit, écoute, nous, on est des chassidim. Quand le rabbi dit, on discute pas. Un rabbi dit Aix-les-Bains, c'est Aix-les-Bains, il n'y a pas autre choix. Non, on écrit notre lettre, il dit, on n'écrit rien du tout. Aix-les-Bains, c'est Aix-les-Bains. On appelle le Rav Freikin, on lui demande, voilà, on voudrait envoyer un élève. Et le Rav lui demande, est-ce que le papa est d'accord? Pourquoi c'est le rabbin qui m'appelle? Alors on lui dit, non, le papa ne veut pas qu'il va à la yeshiva. Alors le Rav Freikin est direct et il dit, en aucun cas je prendrai l'élève. Le papa va me faire des problèmes. Il n'a pas 18 ans. Je veux pas être accusé de détournement de mineurs. Je refuse l'enfant. La communauté Lubavitch appelle le Rav Freikin et met beaucoup de pression pour que l'enfant va à la yeshiva d'Aix-les-Bains. La maman accepte et lui prépare même une valise, lui prépare des gâteaux et l'enfant va et arrive à la yeshiva d'Aix-les-Bains. Quand il arrive à la yeshiva d'Aix-les-Bains, il a, après quelques jours, qui c'est qui arrive à la yeshiva en furie? Le père. Et le père, il crie en polonais et il hurle, vous m'avez volé mon fils, je vais aller à la police, je vais porter plainte contre vous, vous allez voir ce qui va vous arriver, je vais fermer la place, et il hurle contre le Rav Freikin. Le Rav Freikin, d'un calme, il le regarde, et il lui répond en polonais, peut-être qu'on devrait aller parler au bureau, les élèves n'ont pas à nous entendre parler de cela, viens, on va au bureau. Le monsieur, il a vu qu'on lui parlait en polonais, comme ça il s'est calmé un petit peu, et il rentre dans le bureau du Rav. Dans le bureau du Rav, on entend un boum, bam, plus rien, pas de son. 15 minutes plus tard, on voit le papa qui ressort avec le Rav, et il lui dit, tu peux étudier à la yeshiva d'Aix-les-Bains. Et ils partent, sans explication. L'élève, il va voir le Rav, et le Rav lui dit, tu veux sûrement savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, je crois que oui, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est arrivé. Il dit, regarde, ton papa, il est rentré dans mon bureau, en furie, en colère. Et quand il est rentré, il a vu dans mon bureau, il y avait la photo du Chafetz Chaim. Et là, il me demande, c'est qui ce vieux monsieur? Je lui dis, c'est mon maître, le Chafetz Chaim. Et il lui demande, mais dans quelle région il habitait, ton Rav? Il dit, mon Rav, il habitait dans la région de Radin, en Pologne, en Lituanie. Il dit, est-ce qu'en 1929, il était encore vivant? Je lui dis, bien sûr, il était encore vivant. Il habitait en Lituanie jusqu'en 1933. Alors il lui a dit, alors mon fils pourra étudier à la yeshiva. Il dit pourquoi? Il dit d'abord, le boom que tu as entendu, c'est que ton père, il s'est évanoui. Et il lui a raconté l'histoire. Qu'en 1929, quand il avait vu le vieux monsieur, qui lui a donné la bracha, qui resterait en vie, qui se marierait, et qu'il aurait un enfant Talmid Chacham, c'était le Chafetz Chaim. Et il lui a dit, les 2 premières brachot sont accomplies. J'ai été sauvé à 3 reprises de la mort des nazis. Je me suis marié. Et maintenant, la 3e bracha, d'avoir un enfant Talmid Chacham, tu veux que je l'accomplisse pas?
alors ici, dans cette place-là, c'est là que mon fils va devenir un Talmid Chacham. Et c'est comme ça que le père, il est parti. Est-ce que vous imaginez comment un rave en Amérique, le rabbi de Lubavitch, un jeune, il lui écrit, il sait ce qui s'est passé en 1929, où il envoie la yeshiva d'Aix-les-Bains. La Torah, elle est un monde à part. La Torah, nos chachamim, sont pas quelque chose que nous on comprend. Nous on voit une histoire, Ketonet Passim, une tunique, elle est là, elle est partie, il a donné. Ça c'est des histoires. La Torah, elle a une profondeur beaucoup plus grande. La Torah, elle a une compréhension, quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Chaque détail dans la Torah, il nous touche.